frôlé le burn-out, je pense. Ok. Enfin, même, c'est pas je pense, on peut dire que j'ai frôlé le burn-out. Je sais que quand on lance une entreprise en ligne, il y a des personnes qu'on arrive à aider, d'autres où c'est plus compliqué parce que quand on aide des clients, il y a quand même vachement ce facteur d'implication de leur côté. Les soins orthophoniques, comme beaucoup de soins médicaux et paramédicaux, sont remboursés par la sécurité sociale. Donc le patient n'a pas cet engagement de débourser de l'argent de sa poche. Yes. Donc des fois, il ne s'engage pas forcément à faire les Ouais, exos. je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu ne peux aider qu'au niveau où tu es. Et les gens auront confiance en toi qu'au niveau de confiance que tu t'apportes toi-même. Carrément. Et souvent, les gens me disent, je vais lancer ça. Et en voyant que ça fonctionne, les gens vont... quand je vais voir que ça fonctionne, je vais prendre confiance en moi. Et du coup, en fait, les gens ne vont pas avoir confiance en toi si toi, de base, tu n'as pas confiance en toi. Je pense que c'est tout le truc du syndrome de l'imposteur, tu vois. Mais par contre, une fois que c'était parti, après, c'était parti. Le premier mois où j'ai vendu, j'ai fait 4 000 €, jusqu'au mois de décembre où j'ai lancé mon offre actuelle et où j'ai fait 10 000 € en un seul mois. Ouais, génial. Ouais. Félicitations. Parce que si tu passes pas à l'action, tu pourras pas tester. Parce qu'en fait, je pense que la clé du succès, c'est tester, ajuster, jusqu'à ce que ça marche. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut passer à l'action au max pour pouvoir tester au max. Bonjour Solène. Coucou Ava. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Ça te fait pas bizarre que je dise Solène alors que depuis toujours, genre, t'es Soso pour nous ? Oui, si, ça fait bizarre. J'ai l'impression que je vais me faire engueuler presque. Encore, j'ai pas dit ton nom de famille, j'aurais pu dire bonjour, Solène. Ouais, non, là, ça fait beaucoup. Là, j'ai bien dit, t'as vu. Alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter pour commencer, nous dire nous, je vais dire nous tout au long du podcast que j'ai l'habitude que Charles soit là, mais aujourd'hui, nous sommes que toutes les deux. Donc, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie actuellement, s'il te plaît ? Donc moi c'est Solène, j'ai 26 ans, je suis de formation orthophoniste et il y a 2 ans j'ai décidé d'entreprendre à côté de mon cabinet, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai une entreprise dans laquelle j'aide d'autres soignants libéraux à entreprendre à leur tour. Ok, génial. Et alors, qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu t'es dit non, j'ai pas envie d'être que orthophoniste et j'ai envie de lancer quelque chose d'autre à côté ? En fait, je m'ennuyais un peu dans mon quotidien. Je me disais, mais toutes mes journées, elles se ressemblent. Et ça me saoulait d'être astreinte à des heures de rendez-vous, toujours devoir être au cabinet. J'avais envie de pouvoir bouger, partir où je voulais, travailler de partout. J'ai toujours eu ce côté un petit peu indépendant. Même mon job étudiant, c'était un job en ligne. Okay. Pendant les vacances d'été, pendant mes études, c'était un job en ligne que je faisais parce que j'aime bien ce côté, je peux organiser mon temps comme je veux, ma journée comme je veux. J'ai pas d'horaire fixe à respecter, même si en soi, dans mon quotidien, je m'en fixe quand même moi. Mais le jour où j'ai envie de flexibilité, je peux aussi. Et c'est ce côté-là qui me manquait avec le cabinet parce qu'une fois que le rendez-vous il est donné au patient, il est donné et puis tu es obligé d'être là. Il y a une question qui me vient comme ça parce que quand tu as décidé d'être orthophoniste, tu avais conscience que ça allait se passer comme ça. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, tu n'avais pas assez de visibilité sur ce que ça voulait dire vraiment toutes ces contraintes, ou est-ce que plutôt à l'époque, tu t'en fichais de ces contraintes-là et tu n'avais pas besoin d'autant de liberté ? Est-ce que tu dirais que l'envie de liberté est venue avec le temps, ou c'est juste que tu n'avais pas conscience de ce que ça allait te priver comme liberté ? C'est intéressant comme question. Merci. Non, je pense que j'avais pas conscience... Enfin, je savais comment ça fonctionnait, mais j'avais pas conscience que ça allait me gêner, en fait. Ok. T'avais pas tu te disais pas que ça allait te restreindre ta liberté, en fait. Ouais. Ou du moins que j'allais le ressentir comme ça. Ouais, et c'est venu en combien de temps, à peu près, d'exercice où tu t'es dit... Ouais, chaud quand même de devoir aller au cabinet parce qu'il y a un call, il y a pas un appel, c'est des formations professionnelles, mais il y a un rendez-vous qui est booké. À partir de combien de temps d'exercice tu t'es dit, en fait, je suis pas sûre que ça me convienne ça ? En fait, ça a été un peu particulier parce que je me suis installée donc, au mois d'août 2021 et au mois d'octobre, en fait, les premiers mois, ça a été vraiment très dur parce que j'ai frôlé le burn-out, je pense. Okay. Enfin, même, c'est pas je pense, on peut dire que j'ai frôlé le burn-out. Et du coup, j'étais pas du tout dans le mood, je m'ennuie, au contraire, mais du coup, j'étais pas bien non plus. Ça m'a déclenché des problèmes de santé qui m'ont fait dire ouf, là, faut que je lève le pied. Ouais. Donc, j'ai levé le pied et j'ai appris à gérer tout ça. D'ailleurs, c'était l'objet de la première formation que j'avais lancée, réussir à gérer son stress, pas se laisser déborder, vivre sereinement en fait son quotidien en libéral parce que c'est ce que j'ai appris à faire. Donc, je pense que ça m'a mis peut-être 2-3 mois derrière à réussir à bien mettre tout ça en place moi-même. Et je pense que du coup, j'ai commencé à m'ennuyer peut-être...
au printemps 2022, vraiment, je commençais à me dire, bon, ok, là, je vais bien, je suis pas stressée par mon quotidien, mais en fait, mes journées, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Ok. En fait, je me sentais aussi des fois un peu inutile. Enfin, c'est triste à dire, mais avec certains patients, je me sentais un peu inutile dans le sens où, oui, il y en a avec lesquels on a de super résultats. Moi, je travaille essentiellement avec des adultes, notamment en cancérologie ORL. Donc, un patient qui arrive, qui mange pas, qui parle pas, quelques mois après, il parle, il mange. Là, oui, tu te sens hyper utile, mais c'est pas la majorité de mes patients. Okay. Et j'ai beaucoup de patients, soit avec des maladies incurables, soit dégénératives, en fin de vie. Et ces patients-là, t'as beau leur apporter... on va dire du temps, de la stimulation et aussi un contact humain. Enfin voilà, on sait qu'on leur apporte quand même quelque chose, mais tu vois pas d'évolution, voire tu vois de la régression. Et là, je me disais, mais en fait, ça sert à que je sois là ou pas, ça sert à rien. Ok. Et tu ressens pas la même chose dans ton business? Parce que je sais que quand on lance une entreprise en ligne, y a des personnes qu'on arrive à aider, d'autres où c'est plus compliqué parce que quand on aide des clients, il y a quand même vachement ce facteur d'implication de leur côté. Est-ce que ça te fait pas un petit peu peur de te dire, à un moment donné, je vais aussi tomber sur des personnes qui vont être moins s'impliquer dans ma formation, dans mon accompagnement, et du coup, t'as pas cette crainte de te ressentir inutile dans ce que tu as décidé de créer? Alors pour l'instant, j'ai pas été confrontée à ça. Dans le premier accompagnement que j'ai créé, dans lequel j'ai accompagné plusieurs clientes pour les soignants qui étaient débordés, etc., j'ai eu 100% de succès clients. Bravo. Ouais, merci. Et c'est parce qu'elles ont fait le travail, justement, parce qu'elles étaient motivées. Mais t'aurais pu tomber sur des personnes qui mettent pas en place le boulot, quoi. Ouais, ça n'a pas été le cas. Là, pour l'instant, dans le versant entrepreneuriat, on sait que c'est long et on sait que c'est incertain. Donc, effectivement, j'y serai sûrement confrontée un jour. Après, j'essaye de responsabiliser un maximum mes clientes. Je dis mes clientes parce que j'ai que des femmes. Ouais. C'est voulu, ça ou... Non, mais je pense que c'est un peu naturellement. T'attires un peu les gens qui te ressemblent quelque part. Ouais, donc, tu vois, nous, en pâtisserie, c'est Charles qui était à la tête d'affiche avec le meilleur pâtissier. On a pratiquement que des femmes, tu vois. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils se ressemblent, mais... Après, il y a plus de soignantes femmes, du coup, que de soignants hommes, du moins dans les professions que je touche, qui sont essentiellement paramédicales. Je pense que, par exemple, en médecine, c'est un peu 50-50. Il y a peut-être autant d'hommes que de femmes. Par contre, orthophoniste, c'est à 96% féminin. C'est les statistiques officielles. Kiné, il y a un peu plus d'hommes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Voilà. Et oui, du coup, j'essaye vraiment de les responsabiliser et de leur dire que moi, je suis là autant que nécessaire, qu'elles peuvent me solliciter autant qu'elles veulent, que ça soit par message, pendant les coachings, etc. Mais que je peux pas faire le job à leur place. Ouais, bien sûr. Et ça arrivera sûrement, du coup. Mais au moins, moi, j'ai fait ma part du contrat en responsabilisant les personnes et en leur expliquant que je peux pas bosser à leur place. Mais en tant qu'ortho, t'as aussi ce truc de t'as fait ta part de contrat. C'est juste que ça se passe pas, tu vois. Donc, complètement. Après, il y a une différence, c'est que les soins orthophoniques, comme beaucoup de soins médicaux et paramédicaux, sont remboursés par la sécurité sociale. Donc le patient n'a pas cet engagement de débourser de l'argent de sa poche. Yes. Donc des fois, il ne s'engage pas forcément à faire les exos. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je sais que souvent, on a des personnes qui disent dans notre accompagnement, oui, mais j'ose pas mettre assez cher. Je pense que... Enfin, tu vois, là, par exemple, j'ai un exemple d'une nana qui est rentrée il n'y a pas longtemps et qui veut lancer un truc qui est hyper quali, qui est hyper important pour les gens, et vendre genre un accompagnement de 6 mois, 300 €. Et parce qu'elle a peur de mettre plus, parce que syndrome de l'imposteur, parce que plein de choses, tu vois, tu comprends ça aussi. Et le seul souci, c'est que il faut qu'on essaie de lui faire comprendre que si le produit n'est pas assez cher, n'est pas assez valorisé aux yeux des clients, et c'est pareil avec des patients, je pense, les personnes ne mettent pas de valeur dessus et n'auront pas la transformation. Et ça, je pense que c'est un peu difficile pour les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, de dire ça. Est-ce que toi, quand tu t'es lancé, je me souviens qu'on a changé plusieurs fois le prix pendant l'accompagnement, quel était le cheminement justement jusqu'à ce que tu arrives au moment où tu dis « Ok, là, je sens que c'est le juste prix par rapport à ce que j'offre ». Alors, j'ai changé d'offre du coup maintenant. Je pense que là, j'ai un prix qui est à peu près correct, qui pourrait être augmenté parce que en fait c'est assez dur en plus à chiffrer la valeur d'un produit en ligne. Puis c'est pas comme quelque chose qui est fait à partir de matières premières où tu peux calculer tes marges, etc. Exactement, là il y a pas de, ça coûte même ton rien. Temps de travail, tu peux te dire j'ai tant de coaching, c'est super dur de chiffrer ça. Ouais, non, tu peux pas le chiffrer. Je pense que ça m'a pris du temps. Je pense que j'ai fait le switch à un moment donné à force de prendre l'habitude d'annoncer un prix et de me rendre compte que si je le faisais bien et en étant moi-même convaincue de la valeur de ce que j'apportais, les gens, en fait, j'ai jamais eu l'objection de c'est trop cher. Ouais. Je peux pas le payer, oui,
évidemment. T'as toujours été à l'aise avec le prix que tu proposais? Pas du tout. Au début, je pense que tu te rappelles. Mais c'était sur ma première offre. Sur ma nouvelle offre, du coup, vu que j'avais déjà, entre guillemets, un petit peu d'expérience sur le pricing, ça allait. Mais sur ma première offre, non, pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, au fil des mois, je l'ai quand même augmenté. Parce que, aussi, au fil des mois, j'ai eu mes premiers résultats clients. J'ai pris confiance dans le fait que j'arrivais vraiment à aider des gens. Et je pense que c'est quand même, sans se dévaloriser, c'est OK de mettre un prix un petit peu en dessous au début. Jusqu'à être à l'aise, parce que je pense que si tu annonces un prix avec lequel t'es pas du tout à l'aise, ça se ressent et ça passera jamais. Mais c'est clair, si toi t'as pas confiance en ça, on peut aider, ça c'est mon coach Max Piccini qui me le dit tout le temps, tu ne peux aider qu'au niveau où tu es. Et les gens auront confiance en toi qu'au niveau de confiance que tu t'apportes toi-même. Carrément. Et souvent les gens me disent, je vais lancer ça, et en voyant que ça fonctionne, les gens vont, je me dis, quand je vais voir que ça fonctionne, je vais prendre confiance en moi. Et du coup, en fait, les gens ne vont pas avoir confiance en toi si toi, de base, tu n'as pas confiance en toi. Je pense que c'est tout le truc du syndrome de l'imposteur, tu vois. Et quand on t'a un peu poussé à mettre plus cher, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu étais frustrée? Parce que du coup, je le répète pour les gens, mais tu es passée par notre accompagnement qui t'a permis aussi de te lancer dans ce business en ligne-là. Et est-ce que tu étais frustrée qu'on te pousse et qu'on te challenge à ce point par rapport au prix? Est-ce que tu t'es dit, ok, c'est super inconfortable, mais j'y vais quand même? Parce que je trouve que ça veut dire beaucoup sur ton mindset d'entrepreneur aussi, tu vois. Ouais, frustrée, non, pas du tout, parce que non, c'était pas de la frustration, mais vraiment, un peu d'appréhension. Ouais. En fait, la première fois que tu sors un prix avec lequel toi tu dis, waouh, ça fait beaucoup, oui, t'es pas à l'aise. Après, même vous m'avez toujours dit, non, mais il faut que tu sois quand même OK au moment de l'annoncer et pas mettre un truc que tu trouves toi-même délirant, parce que sinon, ça va jamais passer. Donc, en mettant un prix un petit peu en dehors de ma zone de confort, mais quand même acceptable à mes yeux, ça allait. Ouais. Et je trouve ça intéressant de le dire aussi aux personnes qui souhaiteraient se lancer, c'est un prix n'est pas fixe dans le temps. On peut l'augmenter, on peut le modifier. J'aime bien toujours dire en coaching, rien n'est gravé dans le marbre. On peut changer une offre, on peut changer tout ça. Donc trop cool, parce qu'on a vraiment vu ton évolution où déjà t'es partie de base pas du tout sur la même idée qu'aujourd'hui. T'as lancé le nouveau truc, t'as modifié les prix, t'as créé la suite aussi pour les personnes que t'avais fini d'accompagner. Je trouve que t'as un super parcours. Et la question que je me pose maintenant qu'on en discute, parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à t'accompagner. J'ai peut-être oublié quelques pans de ton histoire, tu vois. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans le business en ligne en particulier? Et parce que tu aurais pu te lancer dans l'immobilier qui t'aurait apporté aussi, tu vois, par exemple, de la sécurité. Tu aurais pu faire autre chose qui t'apporte cette liberté-là, où tu choisis tes horaires, ce qui a l'air d'être important pour toi. Ouais, après, l'immobilier, ça m'attire pas plus que ça. D'ailleurs, mon chéri il le fait très bien et je lui laisse. Je pense que j'investirai un jour, mais que je le laisserai gérer cette partie-là. Je lui donnerai mon argent, je lui dirai débrouille-toi. Ça m'a pas forcément attirée, puis je pense que j'avais pas la notion que c'était possible quand t'avais pas énormément d'argent de côté. Même si j'avais un peu d'argent de côté, mais plus que certaines personnes, je pense. Mais dans ma tête, il fallait avoir 200 000 € sur ton compte pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et le côté business en ligne, c'est vraiment le côté liberté, le côté je peux bosser de partout. Là, voilà, on est ensemble cette semaine, je peux quand même avancer sur mon entreprise. Voir tes voilà, c'est ça, je peux quand même avoir mes coachings avec mes clientes, je peux travailler sur ma communication, je peux faire ce qu'il y a à faire pour faire les tâches, on va dire, courantes de l'entreprise. Et ça n'a pas de prix de pouvoir bosser n'importe où. Et on parle souvent de ce que ça t'a apporté de positif dans tout ce qui est podcast. On entend beaucoup de trucs motivationnels, dire c'est trop bien le business en ligne, etc. Et je trouve ça cool de dire la vérité, mais sur tous les pans de ta société. Est-ce que toi, tu as vécu des moments dans ton parcours du coup d'entrepreneur en ligne où tu t'es dit, ok, là j'ai merdé, ou là je suis déçue, tu vois un peu le côté plus dark de l'entrepreneuriat digital, parce que j'ai pas envie qu'on fasse croire aux gens que tout est juste les doigts dans le nez, liberté, vas-y on devient riche, on peut travailler d'où on veut. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont compliquées, et je trouve ça intéressant de te demander du coup, qu'est-ce qui a été le plus compliqué, ou peut-être un échec, ce qui a été le plus dur pour toi dans cette transition-là? Moi, ça a été vraiment de penser que j'allais mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place d'un point de vue théorique, que vous avez appris avec Charles, et que ça allait forcément fonctionner tout de suite. Ok. T'avais pas conscience du temps que ça allait prendre, c'est ça? Ouais, en fait, ce que j'ai compris maintenant de pourquoi ça ne fonctionnait pas, et que j'essaye aussi de transmettre à mes clientes, parce que pour moi c'est super important d'avoir conscience de ça, c'est que la théorie c'est bien et il la faut, mais pour savoir ce qui va marcher ou ne va pas marcher et que ça marche, il faut du temps, parce qu'il faut tester.
Il faut voir ce qui fonctionne pas. Et t'as beau avoir toutes les connaissances théoriques business, on va dire, ta cible, c'est pas la cible de quelqu'un d'autre. Ton offre, c'est pas l'offre de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a qu'une seule... il n'y a pas une manière universelle de parler à une cible ou d'amener une offre. Et en fait, pour ça, il faut tester spécifiquement pour toi, ton produit, ton offre adaptée. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts, quoi. Ça peut prendre plusieurs semaines ou mois. Peut-être même moi, ça a pris des mois pour vraiment réussir à cibler les personnes que je voulais cibler et faire mes premières ventes, en fait. Ouais, et ça, tu l'as vécu comment, du coup ? Le fait très, que très mal. Ça prenne du temps comme ça. Très très mal. Et en fait, ce qui a fait que je l'ai vécu très très mal, pour être parfaitement transparente, c'est que vu que je pensais que ça allait aller plus vite, j'ai réduit beaucoup trop rapidement mon activité au cabinet. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée avec un salaire bien en dessous de ce que j'avais l'habitude, parce que j'ai réduit mon activité. Alors aujourd'hui, je l'ai réduite plus que par 2 par rapport au départ. À l'époque, j'avais pas encore réduit par 2, mais ça a quand même significativement baissé mon salaire parce que mes charges sociales continuaient à être aussi élevées qu'avant, etc. Et du coup, j'étais là, mais attends, y a toute ma thune qui s'en va. Ouais. J'en encaisse pas. Et en plus, ça marche pas. Du coup, pour moi, c'était un peu la panique. Et justement, en fait, quand t'es dans une énergie comme ça marche encore moins. Parce que du coup, t'es tellement dans le... Je veux que ça marche parce qu'il faut que ça marche, que ça marche pas. Donc, après, je me souviens, tu as été quand même impressionnante dans l'accompagnement parce que tu as toujours été ultra bonne élève. Dans le sens où, quand il fallait mettre quelque chose en place, tu vois, moi je trouve que c'est une grande qualité des personnes qui veulent entreprendre, c'est ce côté, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'apprends à le faire auprès de nous, n'importe qui, auprès de quelqu'un qui t'aide à le faire. Et ce qu'on va me dire, je vais pas tergiverser 1000 ans pour savoir si c'est la bonne chose. On me dit de le faire, je vais le tester et comme ça, je vais voir si ça fonctionne. Et je trouve que trop souvent, les personnes se disent, ok, si je suis bêtement ce qu'on me dit, j'ai plus de libre arbitre. Alors je trouve qu'il y a une nuance entre faire bêtement quelque chose qu'on te dit et faire quelque chose parce que ça a été prouvé que ça fonctionne et le faire à ta sauce. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Et ça, c'est une de tes grandes qualités. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quoi la qualité que doit développer quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne ? Je pense que c'est passer à l'action. Ouais. Parce que si tu passes pas à l'action, tu pourras pas tester. Parce qu'en fait, je pense que la clé du succès, c'est tester, ajuster, jusqu'à ce que ça marche. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut passer à l'action au max pour pouvoir tester au max. Et accepter qu'il y ait des échecs. Et au final, maintenant, les échecs, entre guillemets, je les vois même plus, moi, comme des échecs. Je me dis juste, là, ça a pas marché. On prend les mêmes. Enfin, pas les mêmes, du coup. Mais, on change de truc quand même. Parce que sinon, voilà, c'est ça. On recommence en ajustant, en testant, et jusqu'à ce trouver quelque chose qui marche. Et il faut savoir aussi qu'un truc qui va marcher une fois va pas forcément marcher la fois d'après. C'est clair. Et en fait, tous ces trucs-là, moi, je les vois même plus comme des échecs. Parce que tout à l'heure, quand tu me demandais des choses, des échecs, des déceptions, etc., j'ai organisé quelque chose récemment où, en fait, je pensais faire des ventes, j'en ai fait 0. Mais en fait, j'étais pas en PLS à la fin de la semaine à me dire moi, merde, j'ai pas vendu, ça marche pas, je vais jamais y arriver. C'est là, ça a pas marché, bon, tant pis, on essaye autre chose. Ouais, t'as conscience, en fait, que tout ne peut pas marcher tout le temps et t'as ce côté, ok, on va juste changer les choses, on va tester autre chose et ça fonctionne. Donc ça, tu penses que c'est une grande qualité pour les personnes qui veulent entreprendre ? Ouais, en fait, se dire que tous tes passages à l'action sont une occasion d'apprendre. Ouais, en clair. bien ou en mal. Ça, je pense que ça peut être une leçon de vie en général, tu vois. C'est pas que dans l'entrepreneuriat digital. J'imagine aussi que quand t'es en cabinet, t'as peut-être essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, pas forcément sur tes patients, mais en termes de communication ou de tes horaires. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on peut adapter ça même dans un couple ou dans une vie de famille. Ok, je trouve que c'est une trop chouette qualité. Et est-ce que t'as déjà regretté de t'être lancée en ligne ? Non. Franchement, non. Même à la période où je me suis dit, mais si ça se trouve, ça va jamais marcher, justement, c'est ça qui m'a fait relativiser, qui m'a permis de me détacher un peu de il faut absolument que ça marche. C'est au pire, même si demain j'arrête parce que j'y arrive pas et qu'il faut que je retourne bosser à plein temps au cabinet, j'aurais pas perdu parce que j'ai appris énormément. Ça aurait été une chouette expérience. J'ai rencontré des personnes super, voilà, avec les copains de l'accompagnement, avec toi, avec Charles. Et c'est un apprentissage, quoi, dans tous les cas. Ok. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être fait pour faire de l'entrepreneuriat en ligne ? Je pense que tout le monde est capable en apprenant. Mais est-ce que tout le monde est fait pour ça ? Je pense que ça dépend. Plutôt que d'être fait pour ça ou pas, c'est plutôt qu'est-ce que tu as envie. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus rassurées dans la stabilité, la routine, le prévisible, et que ça rend plus heureux, et qui paniquent complètement dès que tu as un petit peu d'imprévisible, d'imprévu. Tu penses qu'on peut aller challenger ça ?
chez la personne et te dire, ok, si tu as envie d'être libre, même si... Parce que c'est une zone de confort, en fait. Ce côté prévisible, sécurité. Est-ce que tu penses que ça, tout le monde peut se le challenger ? Si t'es pas heureux dans ton côté prévisible, etc., oui. Si tu te trouves heureux comme ça, bah écoute, reste comme ça. Et je pense qu'il en faut pour tout le monde, en fait. Mais tu penses que chaque personne qui veut plus de liberté et qui est prêt à se challenger peut y arriver en ligne ? Ouais, je pense. Okay. Trop cool. Moi, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu, du coup, tes résultats et combien de temps ? Tu m'as dit que ça avait pris pas mal de temps. Moi, j'en ai conscience, mais du coup, tu as pris combien de temps, une fois que tu avais trouvé l'idée, du coup, que tu as sorti là maintenant, tu vois, pas forcément le changement d'idée, mais une fois que tu as décidé de la nouvelle idée et vraiment que tu l'as lancée, au bout de combien de temps ça t'a apporté combien d'euros ? Tu veux dire sur Evolve ou sur... Non, ta première offre. Ma première offre, je l'ai établie dans ma tête du moins en avril 2023. Et par rapport à tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, j'ai vendu pour la première fois en août 2023, donc 4 mois après. 4 mois qui ont été très très longs pour moi. Mais par contre, une fois que c'était parti, après c'était parti. Le premier mois où j'ai vendu, j'ai fait 4 000 euros. Et grosso modo, ça a été ça à peu près tous les mois, jusqu'au mois de décembre où j'ai lancé mon offre actuelle et où j'ai fait 10 000 euros en un seul mois. Ouais, génial. Ouais. Félicitations. Enfin, 10 000 euros signés, parce que voilà, c'est vrai que bien quand sûr, on dit générer et encaisser. Voilà. Donc, faut s'entendre là-dessus, évidemment, parce que c'est vrai que souvent, ça peut impressionner quand on dit des chiffres comme ça, alors que entre ce qu'on dit et ce qui se passe sur le compte en banque, il y a quand même une différence. Mais voilà, il y a eu 10 000 euros, toutes taxes comprises, de signer. Et puis après, en fait, c'est pas forcément un chiffre d'affaires stable tous les mois parce que je pense que c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat. Il y a des mois meilleurs que d'autres. Il y a des mois où j'ai fait 0, il y a des mois où j'ai fait 12 000 euros, des mois où j'ai fait 15 000 euros et puis Et t'es OK avec ce côté fluctuant ? Oui, parce que s'il y a un mois où tu fais 15 000 euros, c'est qu'après tu vends pas pendant 3 mois, ça fait 5 000 euros de chiffre d'affaires sur 3 mois. Ça me pose pas de problème. Faut juste bien gérer sa trésor, quoi. Faut bien gérer sa trésor. Pas tout claquer. Et quand t'as des paiements récurrents de clients aussi, ça aide à avoir un truc plus stable, même si... C'est clair. Voilà. Ok, écoute, est-ce que tu te dis, j'aimerais rajouter ça pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se lancer dans le business en ligne ? Je pense que si c'est une idée que tu as dans la tête depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains, ou que t'as beau changer de job, t'as beau te dire ça sera mieux quand il se passera ci ou ça dans mon job salarié ou autre, ou libéral comme c'était le cas pour moi, et que ça va jamais mieux. Je pense que c'est peut-être le signe que au bout d'un moment, faut passer à l'action et il n'y a rien à perdre. Même le temps, l'argent et l'énergie que tu vas pouvoir investir, pour moi ça sera jamais perdu, même si ça aboutit pas, même si honnêtement le seul moyen que ça aboutisse pas c'est d'abandonner. Même si tu finis par abandonner parce que c'est trop dur et qu'au final t'étais mieux dans ta vie d'avant, pour moi c'est ni de la perte de temps, ni de la perte d'argent, ni de la perte d'énergie, parce que c'est une aventure qui est super cool. C'est un truc que j'ai dit dans un podcast à moi pour le coup récemment, c'était si t'es prêt à mettre de l'argent dans un voyage par exemple, tu lâches de l'argent, tu lâches du temps, l'énergie pas vraiment, mais voilà, mais t'as kiffé. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un petit peu comme un voyage. Voilà. Ça vaut le coup. C'est très beau. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Moi, mon objectif, c'est d'ici l'année prochaine de vivre uniquement de ma société, que mon travail d'orthophoniste soit vraiment juste si j'ai envie. De pouvoir exercer, parce que j'aime quand même bien certains aspects de mon métier, donc si je peux les exercer sur des remplats ou des CDD sur 2 jours par semaine, ça me va. Mais voilà, que ça soit vraiment mon entreprise qui me permette de vivre, ça commence là, je vais pouvoir très très bientôt commencer à me verser un salaire et ça fait très plaisir, donc que l'année prochaine ce salaire soit suffisant pour vivre pleinement de cette activité là. Trop bien. Et avant qu'on se quitte, j'aime bien poser une question que je trouve super intéressante. J'espère que vous aussi qui nous écoutez, tu la trouveras toi aussi intéressante, mais je trouve ça intéressant parce qu'on a tous une définition différente de ça, mais pour toi, c'est quoi une vie de rêve ? Pour moi, la vie de rêve, c'est vraiment la vie où je suis libre. Je sais pas si dans le podcast, vous avez déjà parlé de valeurs, mais moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Ouais. Et pour moi, pouvoir être libre de bouger où je veux, quand je veux, voir les personnes que je veux, quand je veux, voyager quand je veux. Et peu importe où je suis, peu importe ce que j'ai, même matériellement. Alors, ouais, j'aimerais bien avoir en pied-à-terre une jolie maison dans le sud de la France avec une belle vue, mais
le côté matériel, en fait, je m'en fous un petit peu. C'est pas le plus important, c'est vraiment pouvoir bouger, être libre de mon temps et aller où je veux quand je veux. Pour moi, c'est vraiment ça. Trop cool. Merci beaucoup Soso d'être venue parler de ton parcours avec moi dans mon canapé. Ça c'est trop cool. On va mettre en lien sur notre chaîne YouTube tous les endroits où on peut te retrouver. T'as un compte Instagram, t'as un podcast aussi. On mettra tous les liens. Ceux qui nous écoutent en podcast, venez sur la vidéo YouTube pour pouvoir justement avoir les liens de Soso. Et ceux qui sont sur YouTube, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Dites-nous quelles questions vous aimeriez qu'on pose aussi à une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et comme ça, les prochains invités, on pourra leur poser vos questions. En tout cas, merci encore de nous avoir fait confiance. Merci d'être là encore avec nous dans une de nos aventures et puis de venir faire un petit coucou à nos abonnés pour leur raconter ton parcours. Trop cool. Merci beaucoup Soso. Avec plaisir. Merci à toi pour tout. À très vite. À très vite.